Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass autour de la notion des événements hybrides. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, rapidement, qui nous sommes, moi je suis François Sébastien, je suis le cofondateur avec Mathieu Fourmont du groupe Kera. Kera, ce sont 3 agences qui travaillent en synergie et en complémentarité pour pouvoir mettre en place des stratégies de com et ensuite appliquer des outils dédiés pour, si l'on peut dire, concrétiser cette stratégie. Il y a l'agence Sauvage qui aide les spécialisés dans tout ce qui est identité de marque et identité visuelle. Il y a l'agence Mirada qui est spécialisée dans tout ce qui est audiovisuel et événementiel. Et enfin, l'agence Good Paper, qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est relations médias, ce qui nous permet de faire tout simplement de la stratégie à la diffusion et d'englober des problématiques de communication globale. Je vais donner la parole à Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Pierre Perdreau, je suis responsable du pôle communication digitale chez Natixis IM Réseau. Pour ceux qui ne connaissent pas Natixis IM, en fait, c'est la branche gestion d'actifs du groupe BPCE, donc du groupe Caisse d'épargne Banque Populaire. Et donc, du coup, en gros, c'est la branche qui distribue les solutions d'investissement, les fonds, pour les clients des caisses d'épargne des banques populaires qui sont détenteurs d'un PEA, d'un compte titre ou d'une assurance vie. Et pour revenir du coup à mon activité, à mon périmètre et celui de mon équipe, on travaille essentiellement sur 4 volets. Le premier, c'est accompagner la vie des produits. Quand il y a des mises en marché, des évolutions de produits, on s'assure que la documentation est à jour, que les pages web existent et remontent bien sur tous les sites, on gère les flux de données, etc. Deuxième volet, c'est le volet pédagogique, qui est un volet très important pour nous. On fait de la pédagogie auprès du grand public, des conseillers et des clients sur l'épargne financière, sur le décryptage de l'actualité, principalement au travers d'une marque qui est Mon Épargne et Moi, qui est une marque blanche pour nous, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Troisième volet, c'est le volet relationnel. On a des newsletters en interne et des réseaux sociaux pour l'externe, pour avoir un contact avec les épargnants. Et le quatrième volet, c'est le volet événementiel, dont on va parler plus particulièrement ici, puisqu'on ponctue chaque année avec des webinars, des émissions récurrentes et puis des rendez-vous incontournables pour donner des vues de marché en début d'année et à mi-année. Voilà. Alors justement, nous allons aborder tout ceci de manière un peu plus concrète. Nous allons voir dans la demi-heure que nous avons, qui va passer, je pense, assez vite, comment mettre en place de manière optimale un événement hybride. Alors tout d'abord une définition, qu'est-ce qu'un événement hybride ou aussi appelé événement phygital ou live event? C'est tout simple, un événement hybride, c'est un événement qui a lieu en même temps physiquement dans un lieu donné et puis aussi en distanciel. Alors, qu'est-ce qui permet, on va faire un rapide contextualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie du live existe depuis très longtemps. Simplement, une technologie abordable. C'est aussi intéressant de le dire, sans passer par les satellites, etc. Le live est né en même temps que le web, mais c'était une technologie financièrement abordable, mais qui n'avait pas encore été complètement adopté par le grand public. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre-temps le Covid. À partir de ce moment-là, le Covid nous a obligés les uns et les autres à être dans une communication distancielle. D'ailleurs, on dit aujourd'hui de manière plus couramment, tiens, je veux faire une visio à 11h au lieu de dire, tiens, je veux faire un call. Donc on sent bien qu'il y a une adoption de cette technologie. Et comme toute chose, cette adoption, finalement, elle a donné lieu à un nouveau produit de communication que sont les live events ou événements hybrides, et avec une attente qui va crescendo, c'est-à-dire à partir du moment où il y a adoption d'une technologie, ensuite il y a attente, professionnalisation et qualitativement une attente plus importante. On a assisté au même phénomène pour les vidéos et l'arrivée des vidéos sur le web. Souvenez-vous, en 2005, au tout début, les vidéos sur le web, c'était fait de briques et des brocs. On interrogeait les grands patrons à leur bureau avec une plante verte. Et ça suffisait, parce qu'il y avait un peu l'effet waouh. Eh bien, sur le live, c'est un peu la même chose. On a commencé les webinaires, un peu sous forme de visioconférence, et puis aujourd'hui, on assiste à une évolution et une attente du grand public beaucoup plus importante. Donc aujourd'hui, il est essentiel de prendre ce wagon en marche et de comprendre que si on ne professionnalise pas et on ne structure pas ces lives et ces événements hybrides, eh bien, on aura un effet boomerang négatif. Et c'est ce que l'on va essayer de voir tout au long de cette demi-heure, c'est comment arriver, à travers l'exemple concret de Natixis IM, comment arriver à structurer et à dynamiser et à rendre professionnel une prise de parole en même temps physique et en distanciel. Mais d'abord, voyons quels sont les avantages de ce type d'événement. Alors,
Nous, chez Natixis IM, déjà on s'est tourné vers ce type d'événement hybride pour une raison très simple, en tout cas dans un contexte très simple, c'est celui de la pandémie. Vous le savez, la Covid a gelé un peu tous les événements, les séminaires, les réunions physiques dans quasi toutes les entreprises, pour toutes les marques. Donc du coup, nous, sortis de crise, il a fallu recréer du lien, remobiliser les collaborateurs dans les caisses d'épargne, dans les agences, etc., dans les banques populaires, autour de nos enjeux. Et donc du coup, l'événement hybride, c'était la solution idéale pour nous à ce moment-là et puis encore aujourd'hui. Et au-delà de ce contexte, il y a plusieurs effectivement bénéfices qu'on tire de ce format-là. Le premier que je citerai, c'est l'effet caisse de résonance. Cet événement, l'événement hybride, permet vraiment d'amplifier le message et de multiplier les points de contact. On a des gens qui sont en physique, et puis toutes les personnes qu'on peut avoir partout dans le monde, ou chez nous en tout cas, partout dans les régions françaises, on arrive à les mobiliser à un instant T sur un même événement. À titre d'exemple, nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ce type d'événement hybride, on arrive à chaque fois à mobiliser entre 3500 et 4000 personnes qui sont spectateurs en direct de l'événement, en plus des personnes en physique. Donc ce qui est pour le coup assez important, en tout cas à notre échelle. Et voilà, je vais y revenir après sur le deuxième point, du coup. Et en tout cas, c'est une mobilisation qu'on aurait du mal à avoir en physique. Deuxième point, deuxième bénéfice, c'est qu'on n'a du coup aucune contrainte physique, que ce soit géographique, logistique, etc. C'est beaucoup plus simple. Et en l'occurrence, nous, sur notre activité, on a un tissu, un réseau d'agences avec 45 000 collaborateurs partout en France. Et donc, du coup, même chose. D'un point de vue logistique, coût, contrainte d'agenda, ce serait quasi impossible en fait, de les regrouper tous sur un événement physique. Troisième point, ce que je disais, du coup, vu qu'on s'exonère de tout ce qui est déplacement, hébergement, etc., le troisième avantage, c'est la partie économie. Il y a des économies importantes qui sont réalisées. On arrive à mobiliser tout le monde à un moindre coût. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que sur ce type d'événement, on est sur un coût fixe. On s'engage sur un budget au moment de l'organisation de l'événement. Quelle que soit l'audience réalisée à distance, le coût reste le même. Donc en fait, on arrive à piloter ça de manière très, très facile. Le quatrième point, qui est toujours lié au fait qu'on évite de faire venir des gens d'un peu partout, etc., on a du coup un respect des normes RSE qui sont plus importantes. Et donc du coup, on est sur des événements plus durables. Voilà, donc avec une empreinte carbone qui est plus réduite pour sur tous les volets. Et puis ensuite, 2 autres points qui sont importants. Le premier, du coup, le 5e point, c'est la partie data et feedback qu'on en ressort de cet événement. On a effectivement beaucoup de données qu'on peut exploiter sur la participation des collaborateurs, sur les interactions qui sont réalisées, s'il y a une modération qui est mise en place sur les questions qui sont poussées durant le live et qu'on modère. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir beaucoup d'insights derrière pour adapter les stratégies marketing. Et enfin, le dernier point, c'est sur la partie image de marque, renforcement du branding d'une manière générale. Un événement qui est bien réalisé, qui est de qualité, du coup, ça renvoie une image de modernité et d'une entreprise qui sait s'adapter aussi au contexte et aux collaborateurs. Alors, une fois qu'on a exposé justement les avantages de l'événement hybride. Alors là, c'est l'exemple justement de cet événement avec en même temps cette scénographie qui est compréhensible par le physique et en même temps qui est en adéquation, et je le répéterai assez souvent durant ces 30 minutes, qui est en adéquation avec le produit audiovisuel. Parce que tout le danger, ou entre guillemets le danger, tout l'exercice à faire, c'est réussir en même temps à créer le physique, donc un événement classique, tout en créant un produit audiovisuel. Donc il y a certains normes à respecter et surtout une corrélation entre les équipes événementielles et les équipes audiovisuelles qui doivent se synchroniser, tant sur la mise en lumière que sur les axes caméra, que sur la scénographie. La difficulté, elle est à ce niveau-là. Donc rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire à savoir comment on met en place au fur et à mesure un événement hybride. Comme pour tout événement, il y a déjà 2 grandes étapes. Effectivement, l'amont. Plus l'amont est correctement préparé, plus le jour J, ça se passera correctement. Il y a le jour J, et ensuite, il y aura une deuxième étape qui est le post-événement. Nous l'évoquerons, puisque l'une autre force de l'événement hybride, c'est de faire perdurer l'événement dans le temps, et donc ainsi d'avoir un ROI bien meilleur, puisque l'événement a une durée de vie beaucoup plus longue que d'un point de vue ponctuel. Alors, en amont, il faut déjà faire les bons choix techniques et logistiques. Ça veut dire quoi ? Déjà choisir la bonne plateforme.
Évitez absolument l'association de différentes solutions. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent ne pas être compatibles les unes avec les autres. Donc, essayez de prendre des plateformes intégrées, c'est-à-dire qui sont en même temps en capacité et de gérer les inscriptions, et de gérer le streaming, et de gérer l'interactivité, et de gérer la récolte de data. Si vous ne prenez pas des plateformes intégrées, vous avez certes la possibilité de prendre des solutions différentes les unes des autres, mais vous avez un risque de bug technique assez élevé par manque de compatibilité entre les différentes solutions que vous choisirez. Toi, Pierre, je pense que vous avez choisi la solution de Teams. Tout à fait. Nous, en fait, on a même choisi une solution double. Teams, déjà, dans un premier temps, parce que dans le groupe, on a toute la suite d'outils Microsoft qui est déployée. Donc Teams en fait partie. Et Teams, vous le savez, permet de faire des événements en direct. Donc le gros avantage pour nous, ça paraissait évident de choisir cette solution parce que l'avantage pour nous, c'est que du coup, on peut pousser un événement en direct auprès de tous les collaborateurs partout en France sans qu'il y ait de soucis de login, de soucis de proxy, etc. Donc on sait que ça fonctionne. C'est une solution qui a été largement éprouvée. Et du coup, en revanche, la seule limite de Teams Live Event qu'on a identifiée, c'est qu'avant l'événement, on n'a pas la possibilité sur Teams de pousser une vignette ou en tout cas un descriptif de l'événement. On n'a qu'une page qui nous dit l'événement n'a pas encore commencé. Donc du coup, là où c'est intéressant, c'est qu'avec Kera, on a du coup la plateforme Interactive Live qui nous permet là, pour le coup, d'avoir une petite présentation d'attente. Donc du coup, nous, dans toutes les communications avant l'événement, les add to calendar qu'on pousse, etc., les invitations, et bien du coup, les gens arrivent dessus, ils ont une vitrine du nom de l'événement, la date, les speakers, etc. Et puis le jour J, en fait, il y a une redirection automatique qui est faite toute seule en fait, sur l'événement Teams Live Event, donc c'est transparent pour eux, c'est sans couture. Donc, correctement choisir sa plateforme pour minimiser les bugs techniques. 2, ça paraît tout bête, mais un live, ça consomme beaucoup de bandes passantes. Donc, il faut absolument, au moment où vous visitiez le lieu où vous allez faire votre événement, il faut absolument demander, et ça c'est crucial, demander une ligne dédiée et insister sur ce point. Parce que souvent, les gens disent « Mais oui, j'ai la fibre. Oui, mais cette fibre, elle est partagée. » Donc, il suffit que vous fassiez un live entre midi et 2, que l'ensemble, par exemple, de l'hôtel se connecte sur YouTube. À ce moment-là, vous allez avoir une chute de votre bande passante. Et la chute de la bande passante, c'est la fin du live. Donc, il faut une ligne dédiée avec une bande passante stable. Très important si vous voulez ne pas, là encore, avoir de soucis techniques. Peut-être juste une petite parenthèse là-dessus. Nous, notre cas précis, on a du coup des flux bancaires, des flux d'opérations bancaires qui doivent absolument être privilégiés. Donc du coup, ça serait catastrophique si sur une agence, on a une perte de connexion totale liée à cet événement. Donc nous, en l'occurrence, Teams Live Event nous permet en plus d'avoir un outil précieux, c'est Hive, qui est une solution Microsoft qui permet en fait d'avoir du peering. Donc c'est une solution de peering et ça fait qu'en fait en local, la première personne qui se connecte à l'événement porte les connexions des autres et donc du coup ça réduit drastiquement la bande passante. Donc assurez-vous d'une bande passante de qualité. Deuxième point, on l'a évoqué, un événement hybride, c'est un événement physique, classique, associé à une production audiovisuelle. Et il est très important qu'il y ait un repérage technique à la fois des équipes événementielles et à la fois des équipes de production audiovisuelle. Comme je vous le disais, il faut que ces deux équipes synchronisent leur savoir-faire et synchronisent leurs exigences, tant dans la scénographie que dans la mise en lumière. La mise en lumière d'un événement n'est pas la même que la mise en lumière d'une production audiovisuelle. Donc ces deux équipes vont se parler pour arriver à un compromis, pour avoir un produit global qui puisse satisfaire à la fois les personnes physiques, mais aussi à la fois les personnes et les internautes qui sont derrière leur écran. Ensuite, autre point, la répétition. Ça paraît évident, mais la répétition, elle est nécessaire. Alors oui, elle coûte peut-être un peu cher, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut rajouter un petit budget. Mais là encore, par un filage, parce que c'est plus un filage, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire toute la répétition de l'événement, on va passer rapidement. Mais vous avez ainsi la garantie que justement ces deux équipes événementielles production vont à ce moment-là synchroniser leur savoir-faire, vont à ce moment-là peut-être régler des dernières petites pétouilles techniques et que le jour J, tout le monde va être tranquille et que ça va filer. C'est le principe du filage. Et que le jour J, l'événement va bien se dérouler. Et c'est très important parce que, autant en physique, on peut rattraper un petit souci technique, on peut faire patienter les gens. Et on l'évoquera, sur le live, l'audience est très volatile. Le moindre pétouille, elle peut partir. Donc il faut toujours, on a une problématique de sécurisation qui monte
d'un cran lorsqu'on l'on fait de l'événement hybride, d'où cette première préconisation entre le choix technique et le choix logistique. Vous avez fait votre choix technique et logistique, eh bien, il faut aussi maintenant capter l'attention. Et capter l'attention, eh bien, ça passe par ce qu'on appelle l'identité visuelle. Vous avez défini une identité événementielle, vous avez défini une signalétique, c'est bien, mais cette identité événementielle et cette signalétique ne correspondent pas peut-être à la production audiovisuelle. La production audiovisuelle, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une boucle d'attente. Parce que autant là, je peux attendre 5 minutes et vous allez tous rester 5 minutes si je commence 5 minutes en retard. Derrière leur ordinateur, s'il ne se passe rien, les gens n'attendront pas. Ils partiront, ils ont autre chose à faire. Donc il faut une boucle d'attente. Une boucle d'attente, tant soit peu, avec de la vidéo animée, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose, et puis aussi du son, pour pas qu'ils se disent « Ah, zut, il y a un bug, ça ne marche pas, je m'en vais ». Il faut déjà commencer une boucle d'attente. Prévoyez aussi, ça peut arriver, une boucle d'incidence. On espère ne pas l'utiliser, mais il faut pouvoir à distance prévenir, on revient dans 5 minutes, nous avons un petit incident technique. C'est la fameuse boucle qu'on ne veut jamais utiliser. Mais le jour où l'incident technique survient, on est très content de l'avoir sous la main. Prévoyez aussi tout ce qui est jingle, tout ce qui est synthé, tout ce qui est générique de fin, tout ce qui est template pour scinder les écrans. Parce que tous ces éléments-là, toute cette identité visuelle, c'est ce qui va permettre de créer l'attention. Ce sont des stimuli qui va permettre justement à l'internaute, qui lui est en dehors de l'événement physique, de maintenir son attention et donc d'avoir une courbe d'audience qui ne flanchit pas. Tu voulais peut-être montrer... Oui, alors en principe, on a peut-être un exemple de générique. Alors, vous pouvez vous montrer. Alors, ce qui est important... Ah, on ne peut pas le... Non, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Non. Ce qui est important au niveau de l'identité visuelle, et en tout cas de l'habillage audiovisuel, il faut malgré tout que les deux soient liés. Il ne s'agit pas de faire un habillage audiovisuel qui n'a rien à voir avec votre identité visuelle de l'événement. Il faut que ce soit un tout et que l'un et l'autre puissent se répondre de telle façon à créer une cohérence globale et finalement que tout à chacun puisse sentir appartenir à un tout. Bon, c'est pas grave. On voulait vous montrer justement un exemple associé à la scénographie, un exemple d'habillage et comment l'habillage, là en l'occurrence, il s'agissait du générique, comment l'habillage répond à la scénographie pour qu'il y ait un lien entre ces stimuli que je vois, les jingles, etc., et le plateau que je vois. Tout est lié et crée ce qu'on appelle de la cohérence graphique et de la cohérence visuelle pour justement embarquer dans un tout. Le deuxième point important, c'est effectivement la communication. C'est-à-dire, il faut que vous, à un moment ou à un autre, vous disiez, voilà, j'ai un live et à telle heure, à tel endroit. Au niveau de la communication, ce que vous devez déjà savoir, c'est que les lives, on a 3 possibilités. Soit on est en lien ouvert. En lien ouvert, c'est-à-dire on communique sur un lien de connexion, les personnes se connectent, elles n'ont pas besoin de mot de passe, elles n'ont pas besoin de page d'inscription. Par contre, avec un lien ouvert, certes, vous pouvez augmenter votre audience, mais vous n'aurez aucune data. Or, nous verrons l'importance de la data, et c'est une des forces des événements hybrides, c'est le traitement de la data. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le lien semi-ouvert. Le lien semi-ouvert, ça veut dire que pour pouvoir participer à l'événement, j'ai une page d'inscription. Mais qui dit page d'inscription dit tout simplement la pensée de telle façon que je vais récolter la data dont j'ai besoin ou que mes commerciaux ont besoin. Est-ce que j'ai besoin de savoir la profession ou est-ce que j'ai besoin de savoir là où est sa structure? Est-ce que j'ai besoin de savoir le métier, le nom, le mail? Donc, constituez déjà à ce niveau-là, constituez de votre page d'inscription en ayant conscience que c'est de la data que vous allez pouvoir traiter et récolter. Et ensuite, on est ce qu'on appelle en lien fermé, c'est-à-dire que vous avez d'ores et déjà votre base de données et vous l'intégrez directement et vous souhaitez que seules les personnes qui sont dans cette base de données soient connectées. À titre d'exemple, nous qui travaillons beaucoup avec les milieux financiers, lorsqu'on fait des événements hybrides pour tout ce qui est actionnarial, pour Vivendi, pour Vinci, pour Total, là on est en lien fermé. C'est-à-dire qu'on récupère une base de données et cette base de données, seules les personnes qui sont dans cette base de données peuvent se connecter puisqu'on est dans un sentiment de confidentialité. Et on peut rajouter un niveau de sécurité supplémentaire qui nous est demandé en particulier lorsqu'on travaille avec Boursorama. C'est tout simplement, on récupère une base de données bancaire. À partir de ce moment-là, il ne faut pas relier la base de données bancaire à un nom.
Donc ça passe par pseudo. Il y a une transformation où on transforme la base de données en pseudo. Ce qui n'empêche pas la data quand même, parce qu'on va avoir le nombre de connectés, on va voir les questions posées, on va voir, et on y reviendra sur les sondages, est-ce que le message a bien été compris ou pas compris. Mais voilà, on a différents modèles de sécurité, liens ouverts, liens semi-ouverts et liens fermés. Donc en fonction de vos besoins, en fonction aussi de la base de données que vous avez, eh bien, choisissez le bon créneau. Évitez, ça c'est un avis très personnel, évitez les plateformes qui vous proposent une audience clé en main. Alors ça peut être éventuellement intéressant en B2C. En B2B, il vaut mieux mettre son énergie à se créer sa propre base de données. Pourquoi? Parce que cette plateforme qui vous propose des audiences clés en main, généralement, lorsque vous allez faire votre live, elle va s'approprier votre propre audience. Et on sait que les bases de données sont quand même quelque chose finalement de précieux. Pourquoi les donner à autrui? Et au-delà de ça, donc vérifiez bien aussi quelle est j'en ai perdu le mot, quel est le traitement de la plateforme que vous utilisez, qu'est-ce qu'elle fait de la base de données? Soit qu'elle a récolté, soit qu'elle a récupéré par vos moyens. Il est très important que soit mentionné que cette base de données ne lui appartient pas. Après, c'est un choix. Moi, je vous le déconseille. Je pense qu'il est préférable, sur un terme de communication, de bien mettre un plan de communication, d'avoir une promesse claire aussi, et surtout, ne perdez jamais de vue, dans cette promesse, de répondre à une problématique donnée. C'est-à-dire, plus la problématique est claire, plus vous réussirez à créer de l'audience. Et surtout sur Internet. On voit bien les tutos, l'explosion des tutos. Généralement, pourquoi on va sur Internet? C'est parce qu'on cherche une réponse à une question que l'on a. Et si vous, en B2B, vous apportez cette réponse à une question précise et qu'elle constitue la promesse, alors vous aurez de l'audience. Donc, mise en avant, belle promesse, et normalement, vous aurez une audience, et surtout, vous allez ensuite vous constituer votre base de données sans la céder, ce qui me paraît quand même essentiel. La répétition, on l'a évoqué, l'importance de la répétition. Le jour J, peut-être tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était clair. Le jour J, on ne voit plus les slides, c'est pas grave, on va faire sans les slides. Le jour J, il y a un élément tout bête, mais pensez à briefer vos intervenants. Il faut que vos intervenants comprennent qu'ils ne sont pas simplement dans un événement physique, mais qu'ils sont aussi dans un événement en distanciel. Donc, ils sont filmés. Et là-dessus, tu avais... Effectivement, de notre expérience, c'est important d'insister là-dessus. Faut bien briefer les intervenants sur le plateau pour du coup, qu'ils renvoient une bonne image de l'événement et une bonne image d'eux-mêmes aussi. Qu'ils ne soient pas sur leur téléphone quand ils n'ont pas la parole, qu'ils ne parlent pas avec leurs voisins, qu'ils écoutent bien ce qui peut se dire ailleurs pour pouvoir rebondir et être en capacité, en tout cas, de répondre aux questions si toutefois le journaliste ou la journaliste le relance à un moment donné. Ce qu'il faut voir, c'est que dans un produit audiovisuel, pour dynamiser, pour faire cette réalisation, au-delà des jingles, on est sur différents axes caméra. Et on a ce qu'on appelle les plans d'écoute. Donc il faut que vos intervenants comprennent bien qu'à tout moment, ils peuvent être mis à l'image. Donc il faut qu'ils intègrent cet aspect-là des choses pour justement qu'on ne se retrouve pas dans une situation où à ce moment-là, il est juste en train de téléphoner et il se retrouve en plan d'écoute, quoi. Donc, briefer ces intervenants. Puis, autre point aussi important, alors on essaie de vous donner des éléments très concrets. Hein. Évitez et dites à vos intervenants de ne pas venir avec une chemise, avec de la petite rayure, du petit carreau. Ça bave à l'image, c'est tout bête. Prévoyez un petit peu de maquillage, au minimum ce qu'on appelle, nous, du poudrage. Quand on est dans une prise de parole, on stresse un petit peu, toujours, et on a tendance à suer. Ça brille à l'image. Un crâne qui brille à l'image, on voit que ça. Au bout d'un moment, et ce n'est pas rendre votre intervenant et le valoriser au mieux. Donc, ayez toujours, si vous ne voulez pas une vraie séance de maquillage, ayez toujours au moins ce qu'on appelle un poudrage, c'est du fond de teint, qui évite la brillance. L'interactivité, alors l'interactivité, on l'a évoqué assez rapidement. Elle a un double rôle, l'interactivité. Premier point, l'interactivité, c'est elle qui va intégrer votre audience qui est à distance, qui va l'intégrer dans l'événement. C'est elle qui va permettre à votre audience qui est à distance, tout simplement, de se sentir considérée. Donc il faut en user et en abuser, si je puis dire. Parce que c'est vraiment
grâce à l'interactivité, c'est vraiment cette interactivité qui va faire le lien entre le physique et le digital. Mais le deuxième point de l'interactivité, c'est que vous tous qui êtes des hommes de communication et de marketing, vous savez, ce qui nous intéresse, c'est de la data aussi, c'est de récupérer de la data. Donc, pensez aussi dans votre conducteur à quoi va me servir cette interactivité. C'est-à-dire cette interactivité, qu'est-ce que je vais pouvoir remonter comme information pour affiner ma stratégie marketing ou bien pour ensuite transmettre tout ceci à mon pôle commercial. Quand on fait un sondage, certes, ça crée une dynamique, ça crée un lien entre le physique et le virtuel, mais ça fait remonter aussi de l'information. Quand les gens répondent, on donne une session de questions-réponses et que les gens ont la possibilité via le chat de répondre aux questions. Généralement, on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les questions. Mais le fait de ne pas répondre aux questions, on voit exactement, grâce à la page d'inscription, que Madame Michu a posé la question sur telle assurance et aujourd'hui, elle aimerait bien qu'on lui réponde. Donc là, j'ai un conseiller qui peut s'appuyer là-dessus et dire « Madame Michu, je sais que vous avez assisté à tel événement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, cependant, vous aviez une question très précisément sur ce point-là, je prends le temps de vous expliquer et de créer directement une relation avec le client. » Donc c'est tout simplement l'interactivité. C'est un moyen de dynamiser votre événement hybride, mais c'est un moyen indirect aussi de récupérer de la data. Et puis ensuite, donc on a vu en amont, on a vu le jour J, et puis il y a une autre case complémentaire quand on fait un événement hybride qui n'existe pas quand on fait un événement classique, et c'est l'événement post-événement. C'est-à-dire qu'avec l'événement hybride, vous allez faire perdurer dans le temps votre événement, ce qui va vous permettre un ROI plus important. Par contre, passez toujours par la case, donc vous allez le faire perdurer par le replay, mais passez toujours par la case post-production en amont. Parce que si tous les petits flottements, les petites hésitations, les petites imperfections, les petits temps morts, ça passe quand on regarde un live, quand on regarde un replay, on veut quelque chose de fluide, de propre. Donc pensez toujours à passer par la case production pour nettoyer votre live et pour finalement ancrer de manière qualitative votre événement sur la durée. Et d'ailleurs, on peut aussi, avec ces aspects-là, utiliser ce replay et découper ce replay et prendre des moments clés. Et c'est ces moments clés aussi qui vont vous permettre de faire la communication post-événementielle pour teaser et mettre en avant des éléments accrocheurs. Ce qui est intéressant, et peut-être Pierre pourra le dire, c'est qu'un événement en live va avoir une certaine audience, mais le replay peut avoir cette même audience multipliée par 2, multipliée par 3, parce que justement, il dure dans le temps. Et le live est certes important par l'interactivité, par la récolte de data, mais ne négligez pas le replay parce qu'il est vraiment une véritable source d'audience. Par expérience, en tout cas, nous, on l'observe. Replay complet et puis des capsules aussi si vous voulez avoir des formats plus digestes en fonction des sous-thèmes abordés. Je crois qu'il nous reste 2 minutes, quelque chose comme ça. Ah oui. Alors peut-être rapidement, quels sont les bénéfices attendus d'un événement hybride? Et on va s'appuyer très concrètement, et Pierre va vous dire quels ont été pour Natixis IM les bénéfices des perspectives, qui est un événement que l'on fait 2 fois par an. Alors François citait effectivement la répétition, l'importance de la répétition. Nous, depuis 3 ans, c'est devenu vraiment cet événement un événement incontournable. Les collaborateurs attendent cet événement, ils ont besoin de visibilité, d'éléments de langage sur les marchés chaque semestre. Donc du coup, ils attendent vraiment ça et ils nous remontent même des questions, des thèmes qu'ils souhaiteraient voir abordés pendant l'événement le jour J. Donc du coup, c'est intéressant à ce niveau-là pour nous parce qu'on a vraiment de la matière et on peut orienter le discours pour s'assurer que l'événement corresponde bien aux attentes. L'autre bénéfice qu'on a pu identifier, c'est du coup la mobilisation. Je vous disais tout à l'heure, on est à peu près en moyenne sur 3500 connectés, spectateurs uniques qui sont connectés au live en direct. Et puis derrière, François le disait, il y a le replay, les capsules qui ramènent aussi également de l'audience post-événement. Le dernier point que je mentionnerai, c'est qui est lié à la data. Dans les bénéfices, on a vu, nous, on a pas mal de data sur la participation, les interactions, etc. Et on voit aussi qu'on a une courbe de rétention, en tout cas de l'audience, qui est très importante. Sur un événement, nous, qui fait à peu près en moyenne 1h30, on arrive à retenir les spectateurs 1 heure en moyenne. Donc ça veut dire qu'ils consomment vraiment
l'événement quasiment dans sa globalité. Il y a peut-être des parties qui zappent à la fin ou au début, ils prennent peut-être l'événement en cours de route, mais 1 heure sur 1h30, c'est quand même énorme sur la cible. Et donc du coup, voilà, c'est aussi un bénéfice qu'on observe et qui est stable d'une édition à une autre. Ce qui est très important, et je rebondis sur ce que disait Pierre, c'est la notion de récurrence. Un événement sur One Shot, vous allez avoir une certaine audience, mais vous n'avez pas créé de rendez-vous. La récurrence est très importante, parce que c'est par la récurrence que s'installe l'habitude, que s'installe ce rendez-vous. Et c'est là, vous allez voir, au fur et à mesure que cette récurrence et que cette habitude va être ancrée, votre courbe d'audience qui va augmenter. Est-ce qu'on a le temps à des questions-réponses? On peut faire 2-3 questions, oui, rapidement. Oui, là-bas à gauche, ouais. Alors, levez bien haut la main. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question concernant quand vous organisez ce type d'événement hybride avec des clients qui seraient à l'international, c'est-à-dire un événement hybride qui peut avoir des gens de l'Amérique, d'Asie, tout ça. Comment vous gérez cela? Alors c'est très intéressant. On gère, nous, on a un JT qu'on met à l'international pour Louvre-Hôtel Group. Donc là, il y a une problématique qu'on voulait aborder aussi, c'est le choix de l'heure et de la date. C'est très important, parce que là, Louvre-Hôtel Group est sur tous les continents, et il faut trouver un créneau horaire où l'ensemble des hôtels peuvent se connecter. Donc là, c'est comme un événement classique. Alors, soit vous faites le choix d'être tout en anglais, voilà, et vous considérez que tout le monde parle anglais. Mais après, il faut savoir aussi que les événements, vous pouvez associer des cabines speak et faire de la traduction simultanée. Donc là, à partir du moment où on a pris en considération, et c'est la force d'Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, entre guillemets, après on s'adapte, tout simplement. Par contre, effectivement, il faut choisir le bon horaire, parce que si à Singapour, il est 3 heures du matin, vous ne toucherez pas les personnes de Singapour, c'est sûr. Et même chose d'ailleurs à l'échelle d'une entreprise qui s'est implantée à l'international, le choix de la date est aussi important, ça peut paraître évident, mais avant de positionner un Save the Date, il faut se renseigner en interne s'il n'y a pas des COMEX, des réunions qui vont mobiliser les gens et qui vont faire en sorte que, qui vont risquer de consommer une partie de votre audience ce jour J. Donc bien se renseigner aussi sur cette date et la placer à un moment opportun. Bonjour, merci pour cette présentation et tous ces tips très utiles. Je suis très impressionnée par les chiffres que vous avez évoqués. Je crois 3 à 4 000 personnes qui se connectent en même temps. Alors, la cible, c'est quand même de l'interne, ce qui est peut-être plus facile à mobiliser. Lorsqu'on évoque des cibles externes, aujourd'hui, c'est quand même super difficile de faire venir les gens, participer à des événements, à part aujourd'hui. Visiblement, c'est un succès. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez en fait en termes de contenu? Alors, évidemment, la qualité des contenus va aider à mobiliser les gens, mais c'est quoi les autres conseils avec des revenus, des moyens pas énorme, pas aussi important que Natixis. Le guest, évidemment, j'imagine, mais sinon. Ce qui peut être intéressant pour capter aussi les personnes, c'est d'avoir une communication assez originale aussi en amont de l'événement. Si vous avez des réseaux sociaux, ça peut être intéressant de faire des petits questionnaires, des audiences pour générer un peu de l'interaction avec un public, avoir peut-être des vidéos de teasing, des petites capsules des intervenants qui vont expliquer peut-être en 30 secondes le sujet qu'ils vont aborder. Donner envie, en tout cas, de se connecter le jour J. Ça peut être une manière de le faire. Vous pouvez aussi avoir un peu de sponsorisation sur les réseaux sociaux, avoir une logique d'interaction, de notifications qui sont générées le jour J, etc. Donc ça peut être un moyen, en tout cas, de concentrer le public sur votre événement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un point. Oui, ce qui est très important, on en revient à ce que je disais au départ, c'est la promesse. Si vous faites un événement pour faire du public reportage, entre guillemets, les gens vont se faire avoir, mais pas 2 fois. Clairement. Donc, il faut créer un lien entre la marque et vos prospects. Pour créer un lien entre la marque et votre prospect, la meilleure façon, c'est de leur solutionner quelque chose. C'est de répondre à une question qu'ils ont. Si vous arriviez à ce pari-là, c'est pour ça que je dis aussi que la récurrence est très importante, parce que le bouche à oreille fonctionne encore beaucoup. Et si un tel s'est connecté et finalement vous lui apportez de la réponse concrète, et je vais prendre un autre programme qu'on fait
grand public avec Pierre, qui est Décrypte d'eau, qui est tout simplement décrypter l'actualité d'un point de vue financier, qu'on a mis en place au moment de la guerre en Ukraine. On ne devait en faire que 4 ou 5 pour répondre aux problématiques initialement. Et on continue, c'est un programme hebdomadaire. Et si vous voulez, là, d'un seul coup, on répond très concrètement à des problématiques. Et on a vu notre audience, là aussi par la récurrence, petit à petit, prendre de l'ampleur, un peu comme une boule de neige, et puis là, avoir une audience assez conséquente, quoi. Donc, récurrence, et puis aussi, ne pas faire du publi-reportage, c'est inutile. Indirectement, votre marque, elle sera présente, puisque de toute façon, vous avez pris le lead justement en répondant à une problématique de vos clients. Ça va être le mot de la fin. Bon, c'est un peu court. Merci beaucoup pour votre attention.